Alors, dans la nuit de lundi à mardi s'est conclu le grand sommet européen qui est présenté par le gouvernement, par Emmanuel Macron et par les médias, en tout cas les médias aux ordres, comme une immense victoire, un immense succès du héros Macron. Dans la réalité, les choses sont tout autres. Et même, c'est carrément l'inverse. Au point où quelqu'un qui, comme moi, apprécie beaucoup l'œuvre de George Orwell, en particulier 1984, vous vous en souvenez peut-être, il y avait dans son ouvrage un parti unique qui exprimait les choses de cette manière. Le sens des mots était inversé. C'était la guerre c'est la paix, la liberté c'est l'esclavage et l'ignorance c'est la force. Or, ce que l'on voit là, comme très souvent sur les questions européennes, c'est que Emmanuel Macron et ce gouvernement souhaitent que les peuples restent dans l'ignorance et notre effort à nous tous, à nous, à République souveraine, ou ici à Front populaire, c'est un peu de lever le rideau sur ces mensonges, ce qui sont de purs mensonges, et comprendre pourquoi est-ce que ces mensonges sont faits. Et donc je vous invite à lire les excellents articles de Charles-Henri Gallois, qui en a publié deux, un pendant le sommet et un après le sommet, dans Front populaire. Donc c'est de l'écrit, il rentre un peu plus dans les détails et c'est particulièrement intéressant. Alors la première chose à retenir, centrale, c'est que sous le chiffre annoncé de 750 milliards, qui semble colossal, bien évidemment, à un citoyen moyen, 750 milliards, c'est une somme énorme. D'ailleurs, M. Darmanin, anciennement ministre du budget, se moquait un peu des Français en disant qu'au-delà de quelques dizaines de millions, on peut annoncer n'importe quel chiffre, de toute façon, il aura le même effet. Donc rappelons de quoi il s'agit. Il s'agit de 750 milliards. D'une part, une subvention de 390 milliards d'euros, c'est énorme, mais c'est pas grand-chose. C'est ce qui était annoncé par Angela Merkel et M. Macron il y a encore peu, c'était 500 milliards, donc c'est amputé de 110 milliards. Et d'un endettement supplémentaire de 360 milliards. On arrive à 750 milliards, on rappelle pourquoi, pour relancer l'économie européenne. Alors, c'est un échec total parce que même M. Thierry Breton, actuel commissaire français à la Commission européenne, ancien ministre de l'économie, comptait, alors qu'il n'est vraiment pas un économiste keynésien, considérait que la relance minimum pour que cela ait un quelconque effet sur cette terrible crise qui nous frappe était de 2000 milliards. 2000 milliards, c'est la somme auquel est arrivé également le Parlement européen, qui, rappelons-le, n'est pas spécialement composé de bolcheviks et de socialistes échevelés, est arrivé à la somme minimum de 2000 milliards pour relancer l'économie européenne. Effectivement, 750 milliards, c'est même pas 3% du PIB de l'Union européenne, alors que l'atteinte, le coût minimum qu'a subi l'économie européenne pour le moment, avec le Covid-19, est de au moins 8% du PIB. Donc on voit qu'on n'est vraiment pas au rendez-vous, et annoncer un succès historique avec des chiffres aussi petits semble particulièrement ridicule. Surtout si on traverse l'océan Atlantique et qu'on va voir du côté de nos amis les États-Unis. Aux États-Unis, le plan de relance, lui, le premier plan de relance du mois d'avril dernier était de 2700 milliards de dollars. Actuellement, le Parlement des États-Unis, donc le Congrès qui est tenu par les démocrates et le Sénat qui est tenu par les républicains, se chamaillent pour savoir quel va être le deuxième volet de la relance. Et ils se chamaillent pour savoir si ça va être entre 2000 et 3000 milliards de dollars. Et Joe Biden, de toute façon, là-dessus, a dit que s'il était élu en novembre, il rajouterait en plus immédiatement 700 milliards de dollars. Donc, on a des chiffres, bien évidemment, parfaitement incomparables, tout en ayant des économies comparables, parce que l'Europe dans son ensemble est économiquement l'équivalent des États-Unis. Or, les États-Unis relancent déjà 8 fois plus que l'Union européenne. Et ils ont bien raison, car on voit ce qu'il se passe actuellement, chacun commence à le sentir, on commence à sentir dans nos familles, nos amis, la récession frappe, le chômage augmente, il y a un risque quasi certain qu'à la rentrée,
la rentrée soit très difficile dès l'achat des fournitures scolaires, avec 1,2 million de chômeurs supplémentaires potentiels, et une récession que certains économistes comme Jacques Sapir annoncent pouvant être aussi catastrophique que celle de 1929, dont on a connu les tragiques conséquences. Alors cette relance de 750 milliards, et en particulier sa subvention de 390 milliards, eh ben, ce n'est pas de l'argent qui est produit magiquement par un Merlin l'Enchanteur ou une fée avec sa baguette. Non, ce sont des emprunts garantis par les États. Et c'est là qu'on a un vrai problème et que l'action de M. Emmanuel Macron ne peut être qualifiée que de pantalonnade totale. Alors, le budget de la France à l'Union européenne est de 17%, parce qu'il n'y a pas de budget européen, ce sont les États qui font, par leur contribution, le budget de l'État. C'est bien important de comprendre ce qui se passe. La France, comme tous les autres États, mais surtout la France et l'Allemagne, vont être garants de ces emprunts, car il s'agit d'emprunts. Or, à 17%, ça veut dire que la France va être garant d'un remboursement de 66 milliards. Or, la France a obtenu, selon l'aveu même de M. Bruno Le Maire, étant ministre de l'économie, il doit être bien informé des résultats, va bénéficier de 40 milliards. 66 milliards de ce qu'on va finir par payer, c'est-à-dire nous tous, avec l'impôt, parce que la dette va se transformer en impôt, d'une manière ou d'une autre, moins 40 milliards, on est dans le baba de 26 milliards. Sachant que la France est déjà contributrice nette à l'Union européenne, au budget de l'Union européenne, de 6 milliards d'euros par an. Alors 6 milliards, on paye 6 milliards de plus qu'on ne reçoit, tout programme confondu. Donc comme ce prêt va se porter sur 7 ans, 6 x 7, 42 milliards de déficit supplémentaire pour la France, plus ces 26 milliards supplémentaires que M. Macron annonce comme une immense victoire. Alors il faut bien se rendre compte, parce qu'effectivement, les chiffres, comme le disait M. Darmanin, les chiffres, ça va très très vite, on est vite perdu dans les chiffres, mais 40 milliards, c'est pas grand-chose pour un État comme la France. L'endettement de la SNCF, c'est 54 milliards. Et quand M. Sarkozy avait fait un... Or, quand M. Sarkozy, président également de la France, avait fait un grand emprunt dit des investissements d'avenir, il avait fait un emprunt de 57 milliards, mais seulement sur un petit bout de l'économie française concernant les nouvelles technologies, ce qui était très 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 bien. Mais vous voyez qu'avec ces 40 milliards que nous avons obtenus soi-disant de haute lutte, on n'a pas obtenu grand-chose. On a surtout obtenu que la France s'est parfaitement ridiculisée dans cette affaire, que tout ça est une immense farce et que M. Emmanuel Macron en est le grand bouffon, et non pas Jupiter, comme il se plaît à se voir lui-même. Mais le plus grave, c'est que ces emprunts ne sont pas gratuits. Ils ne sont pas gratuits au sens politique du terme. Ils sont conditionnés à des réformes structurelles. C'est la Commission européenne qui décidera l'allocation des différentes sommes obtenues par les uns et les autres. Elle le décidera en fonction de la politique qui sera menée par les États membres. Or, la France a déjà perdu sa souveraineté monétaire avec l'euro. La France a déjà perdu sa souveraineté budgétaire avec le pacte budgétaire européen. Avant que les députés ne votent le budget, il faut transmettre le petit budget que les ministres ont fait à la Commission européenne et qui valide s'il est bon ou mauvais. Et là, elle aura une arme supplémentaire pour décider que, eh bien, ma foi, la dette étant de plus en plus importante, il faut couper. Couper dans quoi? Couper dans les dépenses publiques. Ça voudra dire couper dans les retraites. Ça voudra dire couper dans la sécurité sociale. Ça voudra dire couper dans l'hôpital, dans l'école, dans la police, dans les armées, dans tous les services publics. Puisque c'est la politique qui est menée depuis que nous nous sommes assujettis à l'Union européenne. Et c'est bien là qu'on en vient. Et ça sera ma conclusion. Tous ces gens-là, à commencer par Emmanuel Macron, ne sont bien évidemment pas des imbéciles. Ce sont des gens qui sont très intelligents, ont fait de grandes études. M. Bruno Le Maire n'est pas un imbécile, M. Castex n'est pas un imbécile, et ils sont conseillés par des dizaines d'experts qui non plus ne sont pas des imbéciles. Alors comment se fait-il
qu'on vende quelque chose comme un exploit historique, une petite relance de 750 milliards, là où les États-Unis vont faire une relance de 5 000 milliards, rappelons le différentiel. Et quel est le but derrière tout cela? Bon, alors bien sûr, il y a une élection qui arrive rapidement, dans 18 mois, 19 mois, pour l'élection présidentielle. M. Macron a besoin de victoires, ou de faire croire qu'il y a des victoires. Et comme beaucoup de médias lui sont assujettis, il a une longueur d'avance dans ce domaine, puisque même si ce n'est pas la vérité, ce sera répété qu'il s'agit d'une victoire. Il pourra justifier les échecs à venir de ce mauvais plan de relance en trouvant des prétextes dans quelques mois quand ce sera nécessaire. Ils ont des experts pour cela aussi. Mais c'est quoi réellement l'objectif en fait? Pourquoi se mettre une dette supplémentaire qui ne servira à rien? Eh bien, il y a une théorie qui a été développée entre autres par Mme Naomi Klein, qui est la stratégie du choc. Nous sommes déjà dans une récession grave. La précédente crise de 2008 n'avait pas été réglée. Le chômage a augmenté en France, l'emploi s'est structurellement dégradé, il y a de plus en plus d'emplois précaires. Il faut savoir qu'en France, selon les chiffres de l'OCDE, encore une fois une organisation internationale qui n'est pas connotée de gauche ou d'extrême gauche, 20% des Français ont un travail précaire. Déjà 1 sur 5, avant la crise. Or là, ça va s'aggraver. C'est le moment idéal pour réformer, comme on dit. C'est-à-dire réformer dans le sens d'Emmanuel Macron, pas vers quelque chose de positif, pas vers un réel progrès. Non, c'est le novlangue de 1984 que j'évoquais tout à l'heure. On va utiliser les mots réforme, on va utiliser le mot progressisme, puisque c'est comme ça que se qualifie M. Emmanuel Macron, mais pour casser encore plus les services publics. Et c'est bien là l'objectif, c'est de mettre encore plus cet argument de la dette, de renforcer cet argument de la dette pour écraser à coups de massue une population qui sera, elle, déjà largement mise en difficulté par son quotidien, tout simplement, par le fait de savoir comment est-ce que, quand on n'arrivait déjà pas à finir la fin du mois le 20 ou le 25, comment on va réussir à le finir le 10 du mois, alors que l'argent sera déjà dépensé. Voilà où nous mène cette politique d'Emmanuel Macron, qui n'est in fine qu'une victoire à nouveau que pour les plus puissants, qui n'est une victoire in fine à nouveau que pour les plus puissants et les plus riches dans cette Union européenne qui ne défend que leurs intérêts. Donc qu'est-ce qu'il faut faire pour la France, pour notre population, pour l'avenir? Eh bien, d'abord, il nous faut nous organiser dans nos diverses organisations et suivre Front Populaire qui révélera régulièrement le dessous des tables. Mais il faut s'organiser politiquement pour sortir de ce modèle-là. Récuser tout ou partie de la dette qui fait qu'on nous impose des politiques qui nuisent à la population. Et bien évidemment, sortir de cette Union européenne-là et dénoncer cet euro qui ne fait que nuire aux intérêts économiques de la France et aux intérêts des Français. C'est ce à quoi nous nous employons en République souveraine, c'est ce à quoi s'emploient beaucoup de gens à Front Populaire. Et donc on vous donne rendez-vous très bientôt, puisque l'année prochaine, nous aurons les élections régionales. Et d'ici un peu moins de 2 ans, nous aurons les élections présidentielles et législatives qui compteront considérablement pour l'avenir de la République, de la France et de cette nation.